Bon, je vais déjà évacuer ça, comme ça on est tranquille. Oui, le titre, c'est de la provoque. Évidemment, il s'agira jamais de dire ici qu'un antidépresseur est meilleur qu'un autre, et de manière générale, il faut bien comprendre que les trois médicaments dont je vais parler ici, c'est des médicaments psychiatriques. Donc des trucs potentiellement dangereux qui peuvent provoquer des réactions indésirables difficiles à anticiper chez tout un tas de personnes, et qui de manière générale fonctionnent très différemment selon les gens qui les prennent, pour des raisons qu'on comprend pas toujours et qu'on se fatigue rarement à essayer de comprendre. Mais moi j'aime bien me fatiguer à essayer de comprendre des trucs, et il y a certains effets indésirables de certains antidépresseurs qui peuvent complètement être anticipés. Et mon but ici, ça va être de vous parler de trois molécules, de ce qu'on sait sur leur spécificité et sur les raisons qui peuvent peut-être rendre l'une d'eux plus pertinente à essayer en premier que les autres. Évidemment, avec l'expertise de votre médecin prescripteur ou prescriptrice qui doit pouvoir avoir cette conversation avec vous, même si malheureusement c'est pas toujours le cas. Et comme je vous parle d'antidépresseurs à essayer en premier, vous comprenez bien, si vous avez vu ma vidéo précédente, que je ne vous parlerai que des antidépresseurs qu'on appelle les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Les ISRS les plus classiquement prescrits, ça va être la fluoxétine ou Prozac, la paroxétine ou Deroxate, la sertraline ou Zoloft et l'escitalopram ou Séroplex. Et là, vous remarquez que j'en ai cité 4, alors que je vous ai dit que je ne me concentrerai que sur 3. Et la raison à ça, c'est que parmi tous les ISRS qui existent, la paroxétine, c'est la seule qui a gardé un pied dans la génération d'avant. Et la génération d'avant, c'était un cauchemar pharmacologique. Pour bien comprendre, il faut faire un tout petit peu d'histoire. En 1957, un psychiatre suisse qui s'appelle Roland Kuhn découvre par hasard qu'une molécule antihistaminique qu'on était en train de tester pour soigner la schizophrénie ne soignait pas du tout la schizophrénie, mais que par contre, elle améliore l'humeur des personnes déprimées qui en prennent. Cette molécule, elle s'appelle l'imipramine et c'est le premier antidépresseur moderne de l'histoire. Dans les années qui suivent, on en sort d'autres de la même famille, et notamment l'amitriptyline qu'on connaît en France sous le nom de Laroxyl, ou la clomipramine sous le nom d'anafranil. Toutes ces molécules, elles ont une structure chimique en 3 anneaux, et c'est pour ça qu'on décide de les appeler les antidépresseurs tricycliques. Et pendant plus de 30 ans, la psychiatrie de la dépression, c'est globalement ça. Ces molécules-là, a priori, elles font ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'elles améliorent effectivement l'humeur des personnes déprimées. Et d'ailleurs, elles le font même plutôt mieux en moyenne que certains ISRS qu'on inventera que quelques décennies plus tard. Mais le problème, c'est que, effectivement, elles font le boulot, mais elles le font sacrément salement. Les tricycliques, c'est ce qu'on appelle des molécules non sélectives, ce qui veut dire qu'au lieu de cibler une seule chose dans le cerveau, elles tapent un peu partout. Elles bloquent la recapture de la sérotonine, ça c'est l'action qu'on cherche, mais elles bloquent aussi la recapture de la noradrénaline, ce qui les rend en moyenne aussi puissantes qu'un IRSNA. Et ça c'est vraiment pas un compliment, étant donné ce qu'on a dit dans la précédente vidéo sur les IRSNA. Et puis en plus, elles bloquent un paquet d'autres récepteurs qui n'ont strictement rien à voir avec la dépression. C'est-à-dire qu'elles vont aller taper au niveau des récepteurs histaminiques, ce qui fait qu'elles font somnoler, mais elles vont aussi aller taper sur les récepteurs alpha-adrénergiques, ce qui fait qu'elles vous font tomber dans les pommes quand vous vous levez trop vite. Et puis surtout, elles vont aller foutre le bazar au niveau des récepteurs muscariniques, qui sont un sous-type de récepteurs chlorinergiques. Et ça, c'est juste les récepteurs qui régulent entre autres votre sudation, votre digestion, votre vision, votre vessie et accessoirement votre fonctionnement cognitif. Pour vous donner une idée, prendre un tricyclique au long cours, c'est comme s'inscrire à une grande loterie dans laquelle vous pouvez gagner un ou plusieurs lots, parmi lesquels la bouche sèche permanente, la constipation, les troubles de la vision, les rétentions urinaires, la sédation en journée, l'hypotension orthostatique, et pour les personnes âgées, on vous a mis de côté les syndromes confusionnels qui ressemblent, mais alors, à s'y méprendre, à un début de démence. Est-ce que c'est tout ? Eh ben non, c'est pas tout, parce que c'est aussi des molécules avec une importante toxicité cardiaque, ce qui fait que ça les rend dangereuses en cas de surdosage volontaire. Or, le surdosage volontaire, c'est spécifiquement ce qu'on fait quand on les prescrit à des gens en état dépressif sévère. Donc dans les années 70 et 80, on a commencé à se dire que ce serait quand même pas mal d'avoir des antidépresseurs qui font juste l'effet antidépresseur sans toute la merde qu'il y a autour. Donc en gros, l'action sérotoninergique sans tous les dommages collatéraux au niveau noradrénergique, histaminique, alpha-adrénergique et muscarinique. Et ça, c'est le projet ISRS. L'idée, c'est de prendre un tricyclique et de tailler dedans jusqu'à n'avoir gardé que l'action sur le SERT, le transporteur de la sérotonine. Et oui, le premier S dans ISRS, il vient de là, c'est une famille de médicaments qui, contrairement à ses prédécesseurs, sont sélectifs dans leur action. Et ça va radicalement changer le paysage de la prescription à partir de 1987, quand la fluoxétine, donc le Prozac, sort aux États-Unis. Sauf que parmi les ISRS qu'on a fini par sortir dans la foulée du Prozac, il y en a un, donc la paroxétine, qui a moins bien fait le ménage que les autres. La paroxétine a effectivement nettoyé l'effet noradrénergique, elle a effectivement nettoyé l'effet histaminique et l'effet alpha-adrénergique,
mais sur les récepteurs muscaréniques, donc encore une fois, ceux qui contrôlent la sudation, la digestion, la vessie, la vision, la cognition, etc., elle a juste pas fini le boulot. Elle a gardé une affinité significative pour ces récepteurs qui se mesurent en laboratoire, qui se voient sur la notice et qui se vit dans la vraie vie des vrais gens à qui on prescrit le déroxate. Ce qui fait que c'est le seul ISRS à avoir une véritable action anticholinergique. Alors concrètement, l'affinité de la paroxétine pour les récepteurs muscaréniques, elle est 10 fois inférieure à celle de l'amitriptyline, donc 10 fois moins fort qu'un tricyclique. C'est rassurant si on compare à ce qu'il y avait avant, mais c'est infiniment plus fort que les autres ISRS. La sertraline, la fluoxétine et l'escitalopram, ces molécules-là, elles ont une affinité muscarénique qui est, dans les faits, totalement négligeable. Pour comparaison, son action cholinergique, elle est en gros comparable à celle de l'olanzapine qu'on commercialise sous le nom de Zyprexa, et qui n'est pas du tout un antidépresseur, mais un antipsychotique atypique. Atypique, ça veut dire deuxième génération. Typique, c'est première génération. Un autre nom. Et donc voilà, la paroxétine, sur cet axe-là, elle est entre un tricyclique et un antipsychotique, et donc plutôt loin de ce qu'on attendrait d'un médicament dont le nom de la classe est censé promettre une certaine sélectivité. Et tout ça, c'est juste pour la pharmacologie, et il faut bien comprendre aussi que la paroxétine, c'est surtout l'ISRS qui est le plus difficile à arrêter de toute la classe. La paroxétine, elle a non seulement une demi-vie assez courte, qui est d'environ 21 heures, et un métabolisme cinétique qu'on appelle non linéaire, parce qu'elle bloque l'enzyme supposée l'éliminer à mesure qu'on augmente la dose. Ce qui fait que les concentrations plasmatiques chutent de façon disproportionnée quand on arrête le médicament. En fait, pour le dire autrement, plus vous en prenez une grosse dose, et plus l'enzyme CYP2D6 qui est exprimée par votre foie et qui est celle qui est censée éliminer la paroxétine, est bloquée par la paroxétine. Ce qui fait que la concentration de la molécule dans votre organisme augmente beaucoup plus. Donc en gros, si vous prenez 2 cachets et que pour vous sevrer, vous enlevez un cachet, et proportionnellement, vous enlevez pas d'un coup 50% de la dose que vous avez dans l'organisme, mais vous enlevez entre 75 et 80% de la dose que vous avez dans l'organisme. C'est pas la même chose en termes de sevrage. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus la dose est basse, plus ça s'accélère. Donc même si vous prenez un seul cachet pendant plusieurs mois et que vous arrêtez de le prendre du jour au lendemain, je sais que ça paraît complètement impossible, mais je vous jure que ça l'est pas mathématiquement. Votre métabolisme, ce qui va éliminer de votre corps, c'est pas 100% de la dose quotidienne que vous prenez, mais c'est quelque chose comme 150%. J'ai essayé d'expliquer ça à quelqu'un hier et la personne me maintenait que c'était impossible. Alors juste, parenthèse, désolé. Si vous prenez 10 grammes de sucre par jour, et que votre corps, il en élimine 5 grammes toutes les 24 heures et 5 grammes toutes les 48 heures. Si du jour au lendemain, vous arrêtez de prendre du sucre, votre corps, il doit éliminer 15 grammes de sucre, alors que vous prenez que 10 grammes par jour. Donc vous éliminez bien 150% de la dose quotidienne de sucre que vous avalez. Et le résultat de ça, c'est un syndrome de sevrage qui, selon les estimations qu'on a, est de l'ordre de 10 à 100 fois plus fréquent que sous les autres ISRS. Une étude qui comparait directement 3 ISRS sur la fréquence du syndrome de sevrage donne 14% pour la fluoxétine, 60% sur la sertraline et 66% pour la paroxétine, sachant qu'à l'intérieur même de ces 66%, on a documenté des sevrages qui durent des mois et qui ressemblent à ceux décrits dans la précédente vidéo, par exemple pour la venlafaxine. Parce que, encore une fois, la paroxétine, c'est l'ISRS qui fait l'effet d'un IRSNA sur le sevrage. À ça, il faut ajouter que la paroxétine, c'est aussi l'ISRS qui produit le plus de dysfonctions sexuelles, avec des taux qui montent jusqu'à 70 ou 75% dans certaines études. C'est aussi la molécule qui est concernée par le plus de prises de poids documentées et le plus de cas de syndrome confusionnel chez les personnes âgées, ce qui découle directement de son profil anticholinergique. Donc on a une molécule qui est sur à peu près tous les axes mesurables, la pire de la classe. Et puis, la dernière chose qu'il faut ajouter sur la paroxétine avant de passer aux autres, c'est l'histoire industrielle. En 2012, le laboratoire qui produit le déroxate, qui s'appelle GlaxoSmithKline, plaide coupable devant la justice américaine et paie 3 milliards de dollars d'amende, dont 1 milliard d'amende criminelle. Et c'est pas compliqué, à l'époque, c'est la plus grosse amende pharmaceutique de l'histoire. Et depuis, le montant, il a seulement été dépassé par les amendes liées à la crise des opioïdes, et notamment celle de Purdue Pharma. Mais GSK 2012, ça reste, à ma connaissance, le plus gros règlement jamais payé par un laboratoire pour fraude scientifique sur des essais cliniques. La fraude scientifique, elle concerne notamment une étude clinique conduite par GlaxoSmithKline, donc GSK, à la fin des années 90, et qu'on appelait la Study 329. Une étude qui était censée démontrer l'efficacité et la sécurité de la paroxétine chez les adolescents et adolescentes dépressifs et dépressives. Cette étude, elle a été présentée publiquement comme un succès, sauf qu'en interne, le laboratoire savait que les critères principaux d'efficacité n'avaient pas du tout été atteints et qu'on observait par ailleurs une augmentation du risque suicidaire chez les adolescents et les adolescentes traités. Un email interne qui a été versé au dossier judiciaire classait les
les résultats réels de la study 329 de commercialement inacceptable. Commercialement. Pas humainement, pas éthiquement, pas scientifiquement, j'en sais rien, non. Commercialement, hein. Et donc le laboratoire a engagé une agence de communication pour réécrire les résultats de l'étude dans un sens favorable à la molécule. L'article qui a résulté de ce travail, il a été publié en 2001 dans la revue scientifique de l'Académie américaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et à ce jour, en 2026, c'est-à-dire 25 ans après la publication et 14 ans après la condamnation, et ben cet article n'a toujours pas été retiré de la littérature scientifique. Il est encore référencé et il est encore cité. Et l'année qui a suivi le règlement de 3 milliards, donc en 2013, les prescriptions de paroxétine ont augmenté de 3% aux États-Unis. Et donc pour être précis sur les chiffres en question, je pense que ça vaut le coup étant donné que la paroxétine, ça reste un médicament très prescrit. Dans l'étude 329, ce qu'on observe, c'est que chez les jeunes de moins de 25 ans, la paroxétine multiplie par environ 5 le risque de comportement suicidaire par rapport au placebo. Et en parallèle, dans cette même tranche d'âge, son efficacité n'est pas significativement supérieure à celle du placebo sur la dépression. Donc on parle bien d'un médicament qui, chez les moins de 25 ans, ne soigne pas mieux que rien la dépression pour laquelle on le prescrit, mais qui par ailleurs multiplie par 5 le risque que la personne passe à l'acte. Et ce qu'on sait des ISRS en général, au-dessus de 25 ans, le surrisque suicidaire il est censé disparaître, et au-delà de 65 ans, c'est même l'inverse. Les antidépresseurs, ils ont plutôt un effet protecteur. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que si votre psychiatre il vous a prescrit de la paroxétine alors que vous aviez en dessous de 25 ans, c'est forcément un irresponsable fini qui vous a juste donné un médicament dangereux et inefficace? Oui, désolé. Donc voilà, en résumé, la paroxétine, c'est un ISRS qui n'a pas fini son ménage pharmacologique, dont le sevrage se rapproche de celui des IRSNA, dont les effets secondaires sont les plus lourds de la classe, et dont le développement commercial s'est appuyé sur une fraude scientifique majeure que la revue n'a toujours pas, en 2026, accepté de rétracter. Pour quand même vous donner une idée, cette étude frauduleuse, dans la recherche entre 2015 et 2025, elle a été citée plus de 300 fois. Changez rien les gars, hein, vraiment vous êtes parfaits. Il reste encore 2 ou 3 personnes dans le monde qui détestent pas encore la psychiatrie, donc hésitez pas à faire la promotion d'un truc qui tue des gosses, hein, ça finira d'harmoniser votre image. Bref, donc voilà, hein, c'est pour ça que la paroxétine n'est pas dans le top 3. Ça veut pas dire qu'elle ne marche pour personne, ça veut dire qu'il y a à peu près pour tout le monde 3 molécules qu'il est plus pertinent d'essayer avant. Et donc maintenant, nos 3 ISRS moins pires. Bon, déjà je me répète sur un truc, hein, mais ce n'est pas un vrai top 3, d'accord? Il y aura pas une hiérarchie avec à la fin un meilleur ISRS et 2 autres moins bons. Les 3 molécules dont on va parler, elles sont toutes les 3 cliniquement valables, toutes les 3 prescriptibles et toutes les 3 recommandables en première intention dans les guidelines internationales sur la dépression de l'adulte. Et elles ne sont pas interchangeables, d'accord? Chacune a un profil pharmacologique qui lui est propre, un profil de tolérance qui lui est propre, des effets indésirables typiques qui leur sont propres, et des indications cliniques où elle est plus pertinente que les autres. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de vous donner une cartographie qui devrait vous permettre, si jamais vous êtes dans une situation où on vous propose un ISRS, de pouvoir poser à votre médecin les questions qui vont faire la différence entre une prescription au hasard à l'issue d'une consultation de 5 minutes et une prescription informée. Parce qu'on va être très clair sur un truc, hein, mais c'est qu'en France, en 2026, dans l'immense majorité des cas, ce qui détermine quel ISRS on vous prescrit, c'est pas votre profil, c'est pas votre histoire, c'est pas vos comorbidités, c'est pas vos craintes, c'est l'habitude de prescription de la personne qui tient le stylo. Et pour mieux comprendre tout ça, on va attaquer et on va commencer par l'OG, on va commencer par la fluoxétine, on va commencer par le Prozac. Le Prozac, c'est le vieux patriarche des ISRS, le premier à avoir été commercialisé et le plus célèbre. Donc la fluoxétine sort aux États-Unis en 1987, commercialisée par les laboratoires Eli Lilly. Et elle arrive à une époque où la psychiatrie de la dépression, c'est encore une fois les tricycliques, et rien d'autre que les tricycliques. Ce qui fait que le Prozac, c'est le premier antidépresseur de l'histoire qui n'est techniquement que un antidépresseur, et qu'on peut donc prescrire sans avoir besoin de surveiller le rythme cardiaque de la personne qui le prend. Et ça, en 87, c'est une révolution clinique. Et ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais le Prozac, c'est aussi une révolution culturelle, parce que le Prozac, il va devenir en quelques années le premier médicament psychiatrique qui sort de la psychiatrie. C'est le premier antidépresseur dont on parle dans des magazines féminins, dans des films et dans des talk-shows. En 1993, le psychiatre américain Peter Kramer publie un livre qui s'appelle Listening to Prozac, et qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Et ce qu'il fait là-dedans, c'est qu'il pose pour la première fois publiquement la question de ce que ça veut dire de prescrire un médicament psychiatrique à des gens qui ne sont pas médicalement parlant en dépression majeure. On entre dans une époque où Prozac devient un nom commun, ce qui en pharmacologie est extrêmement rare. C'est un peu le Kleenex ou le Frigidaire de l'antidépresseur. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Vous demandez à n'importe qui dans la rue de citer un antidépresseur,
Il y a de très grandes chances que la personne, elle vous dise le Prozac. Et si je vous dis prends du Prozac, bah n'importe qui comprendra de quoi je parle. Donc la fluoxétine, historiquement, c'est ça. Et pharmacologiquement, maintenant, eh bah qu'est-ce que ça a de particulier qu'il faudrait retenir? En gros, 3 trucs. Le premier truc, c'est qu'elle a une demi-vie qui est complètement atypique pour la classe. Vous vous souvenez, on a dit tout à l'heure que la paroxétine avait une demi-vie de 21 heures et que c'était déjà une demi-vie très courte. La fluoxétine, c'est l'inverse total. Sa demi-vie après installation, c'est entre 4 et 6 jours. Et son métabolite actif, qu'on appelle la norfluoxétine, elle a une demi-vie qui peut aller jusqu'à 15 jours. C'est-à-dire que quand vous arrêtez la fluoxétine, votre corps met plusieurs semaines à s'en débarrasser complètement. Quand vous arrêtez la fluoxétine, bon, vous arrêtez officiellement, mais dans les faits, votre corps continue d'avoir une concentration sanguine décroissante du médicament pendant des semaines. Et le résultat de ça, c'est que la fluoxétine, c'est l'ISRS qui produit, et de très loin, le moins de syndrome de sevrage de toute la classe. Encore une fois, l'étude que j'ai citée tout à l'heure, elle donnait 66% de sevrage pour la paroxétine, et elle donne 14% pour la fluoxétine. Et même ces 14%-là, c'est souvent un sevrage léger, parce que la chute des concentrations, elle est tellement étalée dans le temps que le corps, il a largement le temps de s'adapter à mesure qu'elle se produit. Concrètement, ça veut dire 2 choses pour la prescription. Premièrement, si vous oubliez ponctuellement une prise de fluoxétine, il se passe rien. Si vous oubliez 2 prises de fluoxétine, il se passe rien. Mais si vous oubliez 3 prises de fluoxétine, il se passe rien. En fait, tant que c'est une fois de temps en temps et pas toutes les semaines, vous pouvez partir en week-end sans votre boîte, et votre traitement, il va continuer de rester actif. Pour comparaison, vous oubliez une prise de paroxétine et vous le sentez dès le lendemain. L'avant la vaccine, c'est dans les 12 heures. Et deuxièmement, le jour où vous décidez d'arrêter la fluoxétine, ce qui est quand même normalement le projet thérapeutique de la majorité des gens qui en prennent, vous avez beaucoup plus de chances de réussir à l'arrêter sans repasser par un protocole de tapering compliqué. Le deuxième truc à retenir sur la fluoxétine, c'est qu'elle a un profil qu'on appelle activateur. Ça veut dire que dans la classe des ISRS, qui sont tous globalement neutres ou très légèrement sédatifs sur l'éveil, la fluoxétine, c'est celle qui a tendance à stimuler. Les gens qui la prennent rapportent souvent dans les premières semaines un effet sur l'énergie, sur la mise en mouvement et sur la capacité à initier des tâches. Et pharmacologiquement, ça s'explique parce que la fluoxétine, elle a une action antagoniste sur les récepteurs sérotoninergiques H5T2C, ce qui se traduit en cascade par une augmentation de la libération de la dopamine et de la noradrénaline dans le cortex préfrontal. C'est pas une grosse augmentation, on n'est pas dans les ordres de grandeur d'un psychostimulant comme la Ritaline ou le Xurta, mais c'est une augmentation suffisante pour que ça se voit clairement dans votre quotidien. Ce profil activateur, il est à double tranchant. Pour les profils dépressifs où la composante principale c'est l'aboulie, le ralentissement, l'apathie, l'incapacité à initier des choses, c'est plutôt un bon point. La fluoxétine, elle va aider à remettre la personne en mouvement. Mais pour les profils dépressifs avec une composante anxieuse marquée, ou pour les personnes qui ont déjà un système nerveux autonome en sur-régime, et là je pense particulièrement aux personnes neuroatypiques et aux personnes traumatisées, ou encore aux personnes avec un trouble panique, la fluoxétine, elle peut être très pénible à l'initiation. Elle peut augmenter l'anxiété dans les premières semaines, elle peut détériorer le sommeil et provoquer ce qu'on appelle un syndrome d'activation, qui ressemble à de l'agitation intérieure. Ça se gère cliniquement, ça passe en général au bout de quelques semaines, mais c'est un truc à savoir avant de commencer, parce que ça peut clairement compromettre la bonne tenue du traitement, et puis ça peut compromettre aussi votre vie en général pendant ces quelques semaines quand même. Le troisième truc à retenir, c'est que la fluoxétine, en France et dans la quasi-totalité des pays, c'est la seule molécule de la classe ISRS qui a une autorisation de mise sur le marché pour une dépression caractérisée chez l'enfant et l'adolescent. À partir de 8 ans précisément, et avec la nuance qu'en France, l'AMM impose qu'elle soit associée à une psychothérapie, et seulement après l'échec d'une psychothérapie de plusieurs séances. Et ça, c'est pas un hasard administratif, c'est parce que c'est la seule molécule de la classe pour laquelle on a des données d'efficacité solides en pédiatrie. Les autres ISRS, la sertraline, l'escitalopram, le citalopram, n'ont aucune AMM pour la dépression chez les mineurs en France. La sertraline, elle a une autorisation de mise sur le marché en pédiatrie, mais uniquement pour le trouble obsessionnel compulsif à partir de 6 ans, et pas pour la dépression. Donc concrètement, si un psychiatre prescrit de la sertraline ou de l'escitalopram à un ado ou une ado en dépression, il est en train de prescrire hors AMM sur des preuves d'efficacité assez limitées. La fluoxétine, elle a fait ses preuves dans plusieurs essais randomisés pédiatriques de bonne qualité, et notamment l'étude TADS publiée en 2004 dans le JAMA qui compare fluoxétine, thérapie cognitivo-comportementale, association des deux et placebo chez 439 adolescents de 12 à 17 ans avec dépression majeure. La conclusion de l'étude, c'est que la fluoxétine seule a déjà une efficacité réelle supérieure au placebo,
et l'association fluoxétine plus TCC est encore plus efficace. Donc par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur Study 329, la fluoxétine c'est le contre-exemple parfait. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous ou un ou une de vos enfants ou un ou une ado dont vous vous occupez se retrouve dans une situation où un ISRS est envisagé, la question à poser à votre médecin c'est pourquoi pas la fluoxétine? Pas parce que c'est forcément le bon choix dans tous les cas, mais parce que si c'est pas elle, il faut qu'il y ait une raison clinique précise de prescrire autre chose. Et si la raison c'est juste j'ai l'habitude de prescrire de la sertraline, c'est probablement pas une bonne raison et il faut voir à changer le médecin. Dernier point, et c'est plutôt un truc à savoir qu'un argument pour ou contre, la fluoxétine est un inhibiteur puissant du cytochrome P450 2D6, le même CYP2D6 dont on a parlé pour la paroxétine. Concrètement, ça veut dire qu'elle peut interagir avec un certain nombre d'autres médicaments métabolisés par cette enzyme, en augmentant leur concentration dans votre sang. Si vous prenez d'autres traitements en parallèle, votre médecin doit vérifier les interactions possibles. C'est pas un deal breaker, mais c'est une attention à avoir. Ça concerne notamment certains antipsychotiques, certains autres antidépresseurs, certains opioïdes comme le tramadol et un paquet de molécules cardiologiques. L'exemple critique de ce truc-là, c'est le bupropion. C'est très cool pour un tas de trucs, le bupropion, mais si vous prenez déjà de la fluoxétine, bah concrètement, un cachet de bupropion, ça vous fera l'effet de beaucoup plus qu'un cachet de bupropion. Et d'ailleurs, je sais que j'en parle pas dans cette vidéo normalement, mais attention, Brintellix, pareil que fluoxétine. Brintellix, peut-être même pire, je suis pas sûr. Et petite parenthèse, maintenant qu'on parle d'enzyme hépatique, désolé, ça a encore une fois rien à voir, mais le CYP2D6 dont je vous parle depuis tout à l'heure, là, c'est une enzyme dont l'activité varie beaucoup d'une personne à l'autre, pour des raisons juste génétiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 5 à 10% de la population européenne qui est ce qu'on appelle métaboliseur lent du CYP2D6. Ce qui veut dire que pour la même dose de paroxétine, Brintellix ou fluoxétine, ces personnes-là, elles vont avoir des concentrations sanguines beaucoup plus élevées que la moyenne, et donc beaucoup plus d'effets secondaires. Et 1 à 5% de la population, c'est l'inverse, c'est des métaboliseurs ultra rapides, et ils risquent de ne pas répondre aux doses standards. Ces différences génétiques, elles sont testables en France et ailleurs, et c'est même un truc assez classique de la psychiatrie aux Pays-Bas. En France, il faut une prescription médicale, ça coûte entre 100 et 300 €, et c'est pas remboursé en routine. C'est pas le truc à demander systématiquement avant de commencer un ISRS, mais c'est une question qui existe, et particulièrement si vous avez déjà mal supporté un antidépresseur métabolisé par le CYP2D6, ou si plusieurs essais successifs ont échoué. Je voulais pas le dire ce truc-là, donc je l'ai pas écrit, je l'improvise vite fait. Vous faites ce que vous voulez de vos données de santé. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est un truc hyper précieux et il faut faire hyper gaffe avec ça. Mais si vraiment vous êtes en galère et qu'à chaque fois que vous prenez Brintellix, fluoxétine ou je sais pas quoi, ou même d'autres médicaments comme ça, vous avez l'impression que ça vous fait 1000 fois trop d'effets et que vous voulez savoir pourquoi, c'est très difficile en France de trouver un généticien qui vous fera le test pour le CYP2D6 en métabolisme lent. Il y a d'autres pays que la France, et il y a des pays dans lesquels ça se fait pas sous prescription et dans lesquels on peut juste coton-tige dans la bouche, dans une capsule, on l'envoie par la poste. Mais là, vous envoyez votre ADN à des entreprises. Je trouve ça pas top, mais d'un autre côté, on fait ce qu'on peut. Donc, écoutez, je vous donne pas de conseils de où, de qui, de comment, mais sachez que ça existe et que c'est très très difficile à faire en France et qu'il y a un flou juridique qui fait que c'est pas autorisé, c'est pas interdit, donc faites votre vie. Mais en tout cas, moi, je vous ai pas dit ça. Bon, pour revenir un petit peu à la fluoxétine et résumer tout ce qu'on a dit, la fluoxétine c'est le premier ISRS de l'histoire, c'est celui qui a la demi-vie la plus longue de la classe et qui produit donc le moins de syndrome de sevrage. C'est celui qui a un profil activateur et qui est donc bien chez les profils ralentis et plus pénible chez les profils anxieux, et c'est le seul qui a une AMM solide chez les personnes mineures. En une phrase, c'est la molécule qu'on prescrit quand on n'a pas le droit à l'erreur, parce que c'est aussi celle pour laquelle on a le plus de recul, le plus de données et le plus de marge de sécurité au niveau du sevrage. Deuxième ISRS de notre liste, la sertraline. La sertraline, qu'on connaît en France sous le nom commercial de Zoloft, est l'ISRS le plus prescrit au monde et c'est probablement aussi le plus polyvalent. Il est considéré par beaucoup comme la valeur sûre de la classe ISRS. Historiquement, la sertraline, elle sort en 1991, donc 4 ans après la fluoxétine, et elle est commercialisée par Pfizer. Elle arrive à un moment où le Prozac a déjà installé l'idée qu'on peut faire mieux que les tricycliques et l'industrie pharmaceutique est en course pour sortir d'autres ISRS qui pourraient prendre une place dans un marché qui promet d'être concurrentiel. La sertraline, dans cette course, elle va se distinguer par un profil pharmacologique qui est en gros l'ISRS le plus propre mécaniquement. Elle bloque la recapture de la sérotonine et elle fait à peine autre chose. Et en même temps, c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Mais donc pas d'effet anticholinergique notable, pas d'effet antihistaminique notable, pas d'effet alpha-adrénergique notable, et elle fait le boulot de l'ISRS
sans bruit. Sauf qu'il y a deux petites particularités pharmacologiques qui méritent qu'on s'y arrête parce qu'elles changent ce que la molécule fait en clinique. La première, c'est que la sertraline, contrairement aux autres ISRS, a une affinité faible mais détectable pour le transporteur de la dopamine, le DAT. Le DAT dont on a déjà parlé dans la vidéo sur la ritaline. C'est la protéine qui recapture la dopamine dans la synapse et c'est sur elle et sur le NET que tape le méthylphénidate. Et donc la sertraline tape un peu dessus, mais alors vraiment un peu, hein, c'est pas du méthylphénidate, on est sur une action à peu près 1000 fois plus faible. Mais c'est quand même suffisant pour donner à la sertraline un très léger profil dopaminergique. Ce qui fait qu'en clinique, certaines personnes sous sertraline rapportent un effet un peu activateur, un peu énergisant, comparable à ce qu'on rapporterait dans la fluoxétine, mais de façon plus discrète. Et chez les profils ralentis, apathiques ou qui ont du mal à initier, c'est plutôt un point positif. Ça peut théoriquement être un peu positif aussi chez les personnes parkinsoniennes, même si c'est pas un truc encore très clair. En tout cas, c'est celui qu'on donne par défaut aux personnes qui ont Parkinson ou un syndrome parkinsonien. La deuxième particularité, c'est que la sertraline a un effet sur les récepteurs sigma 1. Les récepteurs sigma 1, c'est un peu un sujet à part dans la neuropharmacologie parce qu'on sait depuis des années qu'ils sont impliqués dans la régulation de l'humeur, mais on a mis beaucoup de temps à comprendre comment et pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les ISRS, certains sont agonistes sigma 1, c'est-à-dire qu'ils vont activer les récepteurs, et d'autres sont neutres et d'autres encore sont antagonistes. La fluoxétine et l'escitalopram, par exemple, sont agonistes sigma 1. La sertraline, elle est antagoniste sigma 1. Ce qui veut dire qu'elle va aller les bloquer. Et ça pourrait avoir des implications cliniques, et notamment un impact négatif sur la composante cognitive de la dépression, ce qu'on appelle le brouillard mental. Mais pour être prudent, je vais dire qu'on est encore dans une zone où la recherche est active et où les conclusions définitives sont un peu prématurées. Donc je le mentionne parce que c'est une vraie spécificité de la molécule et que la recherche pointe clairement vers un signal pharmacologique qui existerait, mais il est possible que ce soit cliniquement négligeable. Bon, maintenant, 3 trucs à retenir sur la sertraline d'un point de vue clinique. Premier truc, la sertraline a une AMM française très large. C'est-à-dire qu'en termes d'indications officiellement reconnues, c'est probablement le plus polyvalent des ISRS. Elle a une AMM pour la dépression majeure, pour le trouble panique, pour le trouble obsessionnel compulsif chez l'adulte et chez l'enfant à partir de 6 ans, pour la phobie sociale, et depuis 2013 pour l'état de stress post-traumatique. Et ce point-là, il est important parce qu'on entend encore très régulièrement, y compris dans la bouche de médecins, que la paroxétine serait la seule molécule avec une AMM ESPT en France. C'est faux depuis plus de 10 ans et il s'agirait de venir rejoindre le grand monde de la formation continue, bande de nuls. Donc bref, la sertraline, elle a aussi cette indication. Donc si quelqu'un vous propose de la paroxétine spécifiquement parce que vous avez un trauma, vous pouvez lui demander pourquoi pas la sertraline, qui a la même AMM et qui n'a pas du tout le profil pharmacologique problématique qu'on a décrit tout à l'heure. Et d'ailleurs, fun fact, pas fun du tout, encore une fois je fais beaucoup trop d'impro pour une vidéo qui est déjà longue, mais la paroxétine, quand on vous la prescrit comme ça d'emblée, c'est le premier médicament qu'on vous prescrit, très souvent c'est le signe que votre psychiatre pense que vous avez un trauma, et qui vous le dit pas. Parce que c'est un truc à savoir sur les psychiatres, mais souvent ils vous diagnostiquent mais sans vous le dire. Donc c'est intéressant d'avoir cette confrontation un peu aussi avec eux. Voilà. Et il y a un point spécifique à retenir sur la sertraline qui est qu'elle est particulièrement bien positionnée pour une autre indication qu'on n'a pas encore évoquée et qui concerne directement environ 5% des personnes menstruées, et c'est ce qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel. Le TDPM, c'est pas le syndrome prémenstruel ordinaire, c'est sa forme sévère et invalidante avec des symptômes émotionnels et physiques intenses pendant les 2 semaines qui précèdent les règles. Et les ISRS, c'est le traitement médicamenteux de première ligne pour cette indication, avec quand même une particularité, c'est que l'effet thérapeutique, il est tellement rapide, il s'installe en quelques jours, que ça veut dire qu'on peut prendre le médicament uniquement pendant les 14 jours de phase lutéale, et pas toute l'année. Et en l'occurrence, vraiment, la sertraline, c'est la molécule la mieux étudiée pour cette utilisation, et c'est typiquement celle qu'on va choisir si vous voulez essayer un traitement intermittent. La fluoxétine, par exemple, elle pourrait marcher aussi, mais sa demi-vie, elle est tellement longue que ça rend le côté intermittent beaucoup moins pratique. Et puis l'escitalopram, ça marche aussi, mais à des doses un peu plus élevées, donc c'est pareil, ça n'a pas de sens de faire dans l'intermittent s'il faut faire un truc graduel. A noter quand même qu'en France, aucun ISRS n'a d'AMM spécifique pour le TDPM, donc toutes les prescriptions, elles vont être hors AMM. Mais les recommandations cliniques internationales et françaises, elles sont très claires sur l'efficacité, donc ça peut quand même être prescrit sans trop de difficultés normalement. Attention quand même, que des impros cette vidéo, vraiment je me complique la vie. Mais on le dit jamais assez ce truc-là, donc c'est important. Avant de vous diriger vers ce genre de solution, il faut bien vérifier que vos symptômes à l'approche des règles, c'est pas en réalité l'expression d'un trauma sexiste ou sexuel qui se réactive sur cette période, d'une condition gynécologique sous-diagnostiquée, comme l'endométriose ou l'adénomiose, ou tout simplement, je sais pas, mais en tout cas une dysphorie de genre dont les règles seraient le moment d'expression le plus aigu. Ces 3 possibilités, elles demandent des prises en charge qui sont complètement différentes d'un TDPM, et un ISRS ici, ça fera rien de bon.
Deuxième truc, la sertraline, elle a une réputation de molécule avec des effets gastro-intestinaux marqués. Concrètement, les premières semaines de traitement, beaucoup de gens rapportent des diarrhées, des nausées et parfois carrément des crampes abdominales. C'est l'ISRS qui produit le plus d'effets digestifs et de très loin. Pour vous donner une idée, dans les essais cliniques, les taux de diarrhée à l'initiation, ils montent souvent au-dessus de 20%. Là où c'est plutôt 5 ou 10% pour la fluoxétine ou les citalopram. Alors ça passe en général au bout de quelques semaines à mesure que le tube digestif s'adapte, mais c'est un truc à savoir avant de commencer. Surtout si vous êtes hémétophobe ou qu'il y a des trucs particuliers autour de ça, quoi. Et c'est aussi un truc qui peut compromettre la bonne tenue du traitement, parce que personne n'a envie d'avoir mal au ventre pendant 3 semaines pour un médicament dont les effets sur l'humeur ne se voient qu'au bout d'un mois. Troisième truc, la sertraline est particulièrement connue pour déclencher le fameux syndrome d'activation dont on a parlé pour la fluoxétine. Encore une fois, c'est un ensemble de symptômes qui apparaissent dans les premières semaines de traitement et qui incluent une augmentation de l'anxiété, des insomnies, des palpitations et parfois une nervosité diffuse, et qui peuvent ressembler à une aggravation de l'état initial. Millième impro de la vidéo, mais notamment il y a un truc qu'il faut savoir sur ce genre de médicaments, ceux qui sont un peu activateurs, c'est que le pic plasmatique, qui peut arriver genre au bout de 4, 5, 6 heures selon les personnes, il va faire une grosse montée d'angoisse ou de symptômes un peu paniques comme ça, un peu de nulle part quoi, au bout d'un certain nombre de temps après la prise. Ce qui fait que si vous prenez votre antidépresseur le soir, et que vous vous réveillez à 4h du mat avec des cauchemars, avec des crises de panique, avec de la tachycardie, bah peut-être il faut essayer de prendre le médicament le matin du coup. Donc ça ressemble à une aggravation de l'état initial, et c'est paradoxal, parce qu'on prend un médicament censé soulager l'anxiété, et dans les premières semaines, l'anxiété elle empire. Donc encore une fois, c'est pas spécifique à la sertraline, on l'a déjà dit, mais la sertraline, elle a une réputation particulière sur ce point, elle est quand même beaucoup plus critiquée pour ça. La bonne nouvelle, c'est que ça passe en général au bout de 2 à 4 semaines, mais la mauvaise nouvelle, c'est que pendant ces 2 à 4 semaines, la personne, elle va bien souvent se demander si le traitement, il est pas juste en train d'empirer son état. Du coup, le risque d'arrêter avant que les effets bénéfiques apparaissent, il est élevé, quoi. Ce qui est un peu dommage. En pratique, prescrire de la sertraline à quelqu'un qui arrive en consultation avec une dépression à composante anxieuse marquée, ce qui représente quand même entre 60 et 80% des dépressions, eh bah ça veut dire qu'il faut avoir une vraie conversation avec la personne avant de commencer. Lui expliquer que pendant un mois, sa vie, elle va probablement être pénible. Lui expliquer que c'est attendu, que ça fait partie du processus et que ça ne veut pas dire que le traitement ne marche pas. Et idéalement, prévoir une consultation de suivi rapprochée, donc à 2 ou 3 semaines, pas à 6 semaines comme c'est souvent le cas. Parce que sans ça, la personne, elle va arrêter et conclure qu'elle ne supporte juste pas les antidépresseurs, ce qui est peut-être faux. Dernier point spécifique à la sertraline, et qui est plutôt un avantage, la sertraline est plus efficace en haut de la fourchette posologique que la plupart des autres ISRS. C'est-à-dire que pour la fluoxétine ou les citalopram, augmenter la dose au-delà d'un certain seuil, ça augmente pas vraiment l'efficacité, ça augmente surtout les effets secondaires. Pour la sertraline, la courbe dose-réponse, elle continue de monter jusqu'à 200 mg par jour, qui est la dose maximale. Ce qui veut dire que si une dose modérée ne suffit pas, on peut augmenter en ayant un vrai bénéfice clinique potentiel et pas juste en espérant. C'est une marge de manœuvre thérapeutique qui est utile, notamment chez les personnes qui ont des dépressions résistantes ou qui ont un trouble obsessionnel compulsif. Parce que là, dans ces cas-là, en général, on va chercher plutôt en haut de la fourchette. Donc pour résumer, la sertraline, c'est l'ISRS le plus polyvalent en termes d'indication AMM. C'est celui qui a le plus de marge thérapeutique en augmentation de dose, c'est celui qui a un très léger profil dopaminergique qui peut être bénéfique pour les personnes ralenties, et c'est celui dont l'initiation est la plus pénible sur le plan digestif et sur le plan de l'activation anxieuse. En une phrase, la sertraline, c'est la molécule qu'on prescrit quand on cherche un cheval de trait, c'est-à-dire qu'elle peut tout faire dans plein de terrains différents, dans plein d'indications différentes, et à des doses très variables, mais il faut accepter qu'au début ça secoue un peu. Et donc dernière molécule, et la plus intéressante pharmacologiquement à mon avis, les citalopram. Les citalopram, qu'on connaît en France sous le nom commercial de Séroplex, c'est la plus récente des molécules dont on a parlé aujourd'hui, et c'est donc pas pour rien que c'est l'ISRS le plus sélectif jamais conçu, et aussi probablement le plus efficace de la classe en termes de rapport efficacité-tolérance. Les citalopram, c'est techniquement la version purifiée d'une molécule antérieure qui s'appelle le citalopram, et que moi, on m'a prescrite. Et j'ai jamais compris pourquoi, parce que ça a été un enfer. Donc juste pour être clair pour vous et pour les médecins de merde que j'ai eu pendant cette période, non. Vous pouvez pas me prescrire de l'escitalopram parce que vous avez mal entendu ce que j'ai dit, et puis quand je vous rappelle, refusez de me refaire une ordonnance parce que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Le citalopram, il est sorti en 1989 au Danemark et il a été commercialisé sous le nom de Séropram. C'est ce qu'on appelle un mélange racémique. Concrètement, ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque comprimé, il y a en fait deux molécules différentes qui sont des images miroirs l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle des énantiomètres, c'est-à-dire qu'il y a une molécule gauche, la S-citalopram, et une molécule droite, la R-citalopram, et dans le citalopram tel qu'il est vendu, on a 50% de chaque.
Sauf qu'à la fin des années 90, les laboratoires Lundbeck, qui sont les Danois qui ont sorti le citalopram, ils vont faire une découverte assez intéressante. Ils vont découvrir que les deux énantiomètres ne font pas la même chose. Le S-citalopram, c'est la version qui fait l'effet antidépresseur. Le R-citalopram, c'est inerte, au mieux. C'est-à-dire qu'il y a même des données qui suggèrent qu'elle pourrait contrer l'effet de l'S-citalopram. Autrement dit, dans le citalopram, vous prenez moitié de médicaments actifs et moitié de molécules qui non seulement sert à rien, mais qui en plus est probablement délétère pour la molécule qui sert à quelque chose. Lundbeck a donc décidé d'isoler l'énantiomètre actif et l'a commercialisé seul à partir de 2002 sous le nom d'escitalopram, et il a obtenu donc une nouvelle AMM. Et là, on pourrait se dire ce que beaucoup de critiques ont dit à l'époque, c'est-à-dire que c'est un coup marketing pour prolonger un brevet sur une molécule qui allait tomber dans le générique. Et c'est vrai, c'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie injuste, parce que dans les faits, les études comparatives directes, elles ont montré que l'escitalopram, il est cliniquement supérieur au citalopram à dose équivalente. D'accord, donc c'est pas juste un médicament équivalent, hein, c'est un médicament qui est supérieur, donc on a vraiment affaire à une vraie amélioration pharmacologique qui se trouve en plus à être un bon coup marketing. Les deux peuvent coexister. Alors de là à dire qu'ils ont sorti le citalopram en sachant que c'était moins bien pour ensuite isoler l'énantiomètre, j'en sais rien. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux et je m'y connais, mais bon. Bon, donc comme d'habitude, 3 trucs à retenir d'un point de vue pharmacologique pour l'escitalopram. Le premier truc, c'est sa sélectivité maximale. L'escitalopram, c'est l'ISRS qui a la sélectivité la plus élevée pour le transporteur de la sérotonine, le SERT, par rapport à tous les autres récepteurs et transporteurs du cerveau. C'est-à-dire que si on classait les ISRS du moins sélectif au plus sélectif, on aurait quelque chose comme paroxétine, qui tape sur le muscarine, etc., on en a déjà parlé, puis fluoxétine, puis sertraline, qui ont chacune leur petite particularité sur d'autres récepteurs, puis citalopram, et puis escitalopram tout en haut. C'est donc en quelque sorte l'aboutissement du projet ISRS dont on parlait au début de la vidéo, l'idée du nettoyage progressif jusqu'à n'avoir plus qu'une seule action. L'escitalopram, c'est donc bien la version la plus aboutie du projet initial. Ça veut pas dire que c'est la meilleure, d'accord? Parce que, encore une fois, vous pouvez avoir besoin des autres effets des autres médicaments, hein. Non, en fait, en pratique, ce que ça veut dire, c'est que l'escitalopram, il a un profil d'effet indésirable qui est le plus faible de la classe. Il y a peu d'effets digestifs, il y a aucun effet anticholinergique, peu d'effets sur le sommeil dans un sens ou dans l'autre, peu de prise de poids et peu de syndrome d'activation. C'est une molécule qui, comparée aux autres, se fait quand même plutôt bien oublier. Le deuxième truc à retenir, c'est que l'escitalopram en France, c'est l'ISRS qui a l'AMM la plus complète sur le spectre anxieux. La sertraline a une AMM large, oui, mais en pratique, l'escitalopram a des AMM françaises spécifiques pour quasiment tous les troubles anxieux. Troubles anxieux généralisés, troubles paniques avec ou sans agoraphobie, phobie sociale ou encore troubles obsessionnels compulsifs chez l'adulte. Et c'est en général la molécule recommandée en première intention dans le trouble anxieux généralisé, le TAG, qui est probablement le trouble anxieux le plus fréquent et le plus invalidant. Et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce que pour une grande partie des personnes neuroatypiques qui me suivent, la dépression, elle vient quasiment jamais seule. Elle vient quasiment toujours avec un fond anxieux chronique qui peut relever du TAC, de l'anxiété sociale, des éléments obsessionnels ou simplement de l'anxiété diffuse qui n'a pas trouvé sa case mais qui est bien réelle. Les personnes autistes, les personnes TDAH, les personnes traumatisées et les personnes hypermobiles, ces profils-là, ils arrivent rarement chez un médecin avec une dépression pure. Ils et elles arrivent avec une dépression plus quelque chose. Et l'escitalopram, dans ce contexte-là, il a une force particulière, parce que c'est la molécule pour laquelle on a la meilleure couverture documentaire, à la fois sur la dépression, et surtout ce qui peut venir accompagner la dépression sur le versant anxieux. Et en plus de tout ça, il y a aussi des données spécifiques sur l'autisme adulte. Plusieurs études, et notamment Howley 2010 et une revue plus récente de 2021, montrent que l'escitalopram peut améliorer l'irritabilité et l'anxiété chez les personnes autistes, avec une bonne tolérance dans la majorité des cas, ce qui est quand même super rare. C'est pas magique, c'est pas garanti pour tout le monde, mais c'est quand même bien documenté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on entend parfois dans les communautés autistes en ligne des personnes se référer à l'escitalopram comme l'antidépresseur des autistes. C'est un raccourci, hein, ça n'a évidemment pas valeur de recommandation officielle, mais c'est un raccourci qui s'appuie sur des données qui sont réelles. Et à l'inverse, évidemment, on n'entend personne dire la paroxétine c'est l'antidépresseur des autistes, et il y a sans doute une raison à ça, ou deux, ou trois, ou quatre. Alors petit point d'attention quand même, chez les personnes autistes spécifiquement, le risque de syndrome d'activation, celui dont on parlait tout à l'heure pour la fluoxétine et la sertraline, il existe techniquement aussi avec l'escitalopram. En tout cas, il est documenté comme légèrement plus fréquent. Je veux dire par là, plus fréquent dans la population autiste que dans la population générale. C'est-à-dire que la molécule, elle est globalement bien tolérée, mais que l'initiation, elle doit se faire à une dose basse, avec un titrage prudent et avec une consultation de suivi rapprochée. Comme pour les autres ISRS en fait, mais avec une vigilance un peu plus marquée pour les personnes autistes. Troisième truc à retenir sur l'escitalopram, c'est dans la méta-analyse de référence sur les antidépresseurs, la molécule qui se classe le mieux en termes de rapport efficacité-tolérance. Et là, je parle de Cipriani 2010.
2018, celle dont on a parlé dans la vidéo précédente. Dans cette méta-analyse, l'escitalopram fait partie des très rares molécules à figurer simultanément dans le top efficacité et dans le top tolérance. La plupart des autres molécules, elles sont soit efficaces et mal tolérées, soit bien tolérées et peu efficaces, et puis l'escitalopram, elle est dans une zone très rare où les deux dimensions se cumulent. Comme quoi c'est possible. Mais ça veut pas dire pour autant qu'elle est sans inconvénients. Il y a deux profils où l'escitalopram n'est pas le bon premier choix. D'abord, il y a les personnes avec un risque cardiaque. L'escitalopram peut allonger l'intervalle QT. Le QT, c'est un paramètre qu'on mesure sur un électrocardiogramme et qui correspond à la durée de la repolarisation cardiaque. Quand le QT est trop long, ça augmente le risque de troubles du rythme cardiaque potentiellement graves, et en particulier une arythmie qui s'appelle la torsade de pointe. C'est rare, mais c'est documenté avec l'escitalopram, et c'est un effet dose dépendant qui devient significatif, principalement au-dessus de 20 mg par jour. C'est pour ça d'ailleurs que la dose maximale recommandée, elle a été abaissée à 20 mg par jour pour la population générale et à 10 mg par jour pour les personnes de plus de 65 ans. C'est aussi pour ça que si vous prenez d'autres médicaments qui allongent le QT, comme certains antipsychotiques, antibiotiques ou même la méthadone, ou si vous avez un antécédent cardiaque connu, l'escitalopram, c'est pas le bon premier choix. Et puis aussi les dépressions avec un ralentissement psychomoteur majeur. En fait, l'escitalopram, avec son profil minimaliste et sa quasi-absence d'effet activateur, il est très bien chez les personnes anxieuses, mais il est beaucoup moins bien chez les profils où la dépression elle se manifeste principalement par de l'inertie, de l'apathie, une incapacité à initier des choses, etc. Pour ces profils-là, la fluoxétine qu'on a vu tout à l'heure, ou éventuellement la sertraline, sont plus pertinentes à essayer en premier. L'escitalopram va sûrement être moins efficace sur cette dimension, et la personne va parfois avoir l'impression que le traitement ne marche pas, ou pas assez. Pour résumer, l'escitalopram, c'est l'ISRS le plus sélectif, c'est celui qui a le profil d'effet indésirable le plus minimaliste, c'est celui qui se classe le mieux sur le rapport efficacité-tolérance, et c'est probablement le mieux toléré par les personnes neuroatypiques avec une composante anxieuse marquée. Donc ces deux vrais points de vigilance, c'est l'allongement du QT à haute dose qui demande une attention particulière chez les profils cardiologiques, et le ralentissement psychomoteur dominant, où d'autres molécules feront probablement mieux. En une phrase, l'escitalopram, c'est une molécule fine, et c'est peut-être une des seules à globalement tenir ses promesses pour une grande partie des personnes concernées par son profil. Bon, donc on a fait le tour des 4 ISRS les plus prescrits en France. On a vu pourquoi la paroxétine, c'est non, et on a détaillé les 3 autres, fluoxétine, sertraline et escitalopram. Maintenant, je voudrais mettre tout ça dans une grille qui vous serve concrètement si jamais vous êtes dans une situation où un ISRS est envisagé pour vous ou pour quelqu'un que vous accompagnez. Une grille qui vous permette de poser à votre médecin la question « Pourquoi celle-là et pas un autre ?» Je vais le faire en 2 temps. D'abord par profil clinique, c'est-à-dire si vous êtes dans telle situation, voilà la molécule qui a probablement le plus de sens à essayer en premier, et ensuite par effet indésirable redouté. Si vous voulez à tout prix éviter tel effet, voilà la molécule à privilégier ou à éviter. Et donc d'abord par profil clinique. Si vous êtes une personne mineure ou que vous accompagnez une personne mineure en dépression, fluoxétine. C'est la seule molécule avec une AMM solide en pédiatrie en France, c'est celle qu'on a le plus étudiée chez les ados, et c'est la moins risquée à l'arrêt si jamais le traitement ne fonctionne pas. Si on vous propose autre chose, demandez pourquoi pas la fluoxétine d'abord. Vous avez une dépression où la composante principale c'est l'aboulie, le ralentissement, l'apathie et l'incapacité à initier des choses. Fluoxétine en premier choix, sertraline en deuxième. Les deux ont un profil légèrement activateur et c'est ce qui peut aider à remettre la personne en mouvement. L'escitalopram dans cette indication risque de ne pas suffire. Vous avez une dépression avec une composante anxieuse majeure ou un trouble anxieux dominant ou un trouble panique ou un trouble obsessionnel compulsif ou une anxiété généralisée. Escitalopram, c'est la molécule la plus indiquée et la moins susceptible de produire un syndrome d'activation pénible à l'initiation. Même si vous êtes autiste, hein. Vous êtes neuroatypique. Escitalopram en premier choix, quasiment toujours. C'est la mieux tolérée, c'est celle qui couvre le mieux les comorbidités anxieuses, qui accompagne quasiment toujours la dépression dans ses profils, et c'est celle pour laquelle on a le plus de retours positifs dans les communautés concernées. Vous avez un état de stress post-traumatique. Sertraline, c'est l'ISRS avec la MM française pour cette indication, et c'est celui pour lequel on a le plus de données spécifiques. La paroxétine aussi a cette AMM, mais on a déjà dit pourquoi c'est non. Vous êtes une personne menstruée avec un trouble dysphorique prémenstruel confirmé après vérification qu'il ne s'agit pas d'autre chose, sertraline, c'est la mieux étudiée pour le dosing en phase lutéale uniquement. Vous avez besoin d'une marge de manœuvre en augmentation de dose, par exemple parce que vous avez une dépression résistante ou un TOC sévère, sertraline. C'est celle dont la courbe dose-réponse continue à monter jusqu'à la dose maximale, donc celle où augmenter la dose peut vraiment apporter un bénéfice clinique. Vous prenez déjà plusieurs médicaments et vous voulez minimiser les risques d'interaction, sertraline ou escitalopram. La fluoxétine, à cause de son inhibition puissante du CYP2D6, demande plus de vigilance sur les interactions médicamenteuses. Vous voulez maximiser vos chances que le traitement marche sans vous secouer à l'initiation et sans grosses complications à l'arrêt, escitalopram. C'est le meilleur compromis, efficacité-tolérance, point. Maintenant, par effet indésirable redouté.
Vous voulez éviter le syndrome de sevrage à l'arrêt, fluoxétine, et de très loin. C'est la seule molécule de la classe qui se sèvre quasiment toute seule grâce à sa demi-vie atypiquement longue. Vous voulez éviter les effets digestifs, fluoxétine ou escitalopram. La sertraline est à éviter en première intention si vous avez déjà un système digestif fragile. Vous voulez éviter le syndrome d'activation et l'anxiété en début de traitement, escitalopram, c'est celle qui en produit le moins. Vous voulez éviter la prise de poids, escitalopram, fluoxétine ou sertraline. Aucune des trois n'est particulièrement problématique de ce côté-là, contrairement à la paroxétine. Vous voulez éviter la dysfonction sexuelle. Et bien là, aucune des trois ne fera de miracle là-dessus. C'est un effet de classe des ISRS qui concerne entre 30 et 70% des personnes qui en prennent, selon les molécules et selon les études. Mais en moyenne, l'escitalopram semble s'en tirer un peu mieux que les deux autres. Vous voulez éviter les interactions médicamenteuses, sertraline ou escitalopram. La fluoxétine est plus problématique sur ce point à cause de son inhibition du CYP2D6. Vous voulez éviter les risques cardiaques, fluoxétine ou sertraline. L'escitalopram est à utiliser avec prudence si vous avez des antécédents cardiaques ou si vous prenez d'autres médicaments qui allongent le QT. Et puis un dernier élément qui n'est pas un effet indésirable mais qui peut faire la différence pour beaucoup de gens, la prise quotidienne stricte. Vous avez tendance à oublier vos médicaments, vous savez que l'observance va être compliquée, fluoxétine, c'est la seule molécule qui pardonne vraiment les oublis. Donc voilà, ça, ce que je vous ai fait, c'est une grille de questionnement, pas une grille de prescription. Le but, c'est que vous puissiez, dans la consultation où on vous propose un ISRS, savoir quelles questions poser pour que cette prescription soit informée et pas automatique. Pourquoi celle-là et pourquoi pas une autre? Qu'est-ce qui, dans mon profil clinique, justifie ce choix-là plutôt qu'un autre? Quels sont les effets indésirables auxquels je dois m'attendre et pendant combien de temps? Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ou si je veux arrêter? Ces questions-là, vous avez le droit de les poser, et si la personne en face refuse d'y répondre ou les balaye d'un revers de la main, c'est probablement le signe qu'il faut chercher une autre personne en face. Bon. Moi, je vous avoue que là, je viens de faire la vidéo écrite la plus longue de l'histoire de ma chaîne, et que ça a déjà représenté un travail absolument colossal de réunir toutes ces informations, alors je suis un peu rincé. Parce que, évidemment, c'est pas une journée d'écriture et une journée de recherche, ce truc-là. Vous représentez pas ce que c'est le nombre de recherches qu'il faut faire pour réussir à écrire ce truc-là. C'est... voilà. Donc si vous avez l'habitude de ma chaîne, vous savez que d'habitude, bon là, c'est le moment où je pars dans une conclusion politique dans laquelle je vais m'énerver sur un sujet et partir dans une direction que m'inspire ce que j'ai dit dans la vidéo, etc. Et là, je pourrais faire exactement la même chose. Je pourrais vous dire que tout ce que je vous ai présenté ici et la force avec laquelle la psychiatrie résiste à prendre en compte tous les enjeux que charrie le choix des antidépresseurs pour préférer faire défiler 20 patientes et patients par jour avec des consultations de merde de 5 minutes où ils rédigent des ordonnances à la pelle sans réfléchir, ça montre assez bien à quel point on a un travail colossal à faire pour réformer notre système de santé, et particulièrement le système psychiatrique. Et je pourrais aussi vous dire que la grille que je viens de vous donner, de mettre dans la description en différents formats et en différentes langues, elle devrait exister dans toutes les consultations où on prescrit un ISRS, et qu'elle existe à peu près nulle part, que la loi Kouchner de 2002 impose le consentement éclairant en France depuis 24 ans, et qu'on a encore à faire des vidéos YouTube pour expliquer aux gens ce qu'on aurait dû leur expliquer en consultation. Que si vous avez appris quelque chose ici aujourd'hui, c'est probablement parce que ce système médical de merde n'a jamais pris 5 minutes pour vous le dire avant. Et puis je pourrais encore vous dire que la question que posait Peter Kramer en 93 là dans Listening to Prozac, à savoir à quoi sert exactement de prescrire un antidépresseur, et bah cette question en 2026 elle est toujours pas close. Qu'on a des gens en dépression parce qu'ils ont un cerveau qui dysfonctionne pour des raisons biologiques, et qu'on a aussi des gens en dépression parce que leur loyer il a doublé en 5 ans, parce que leur travail les broie, parce qu'ils subissent le racisme, la misogynie, la transphobie et j'en passe, et parce que leurs proches ils meurent sous les coups et la négligence de ce même système. Et qu'à ce moment-là, la question de devoir prendre des médicaments pour survivre psychiquement dans ces conditions, elle est vertigineuse. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est merci. Merci parce que je sais que le travail que je fais sur cette chaîne, il est utile. Je sais jamais trop où me foutre quand vous me le dites dans les commentaires ou par message, mais il commence à y avoir suffisamment de personnes qui me le disent pour que je commence à me dire que c'est peut-être vrai. Et ce travail-là, si je peux le faire, et si je peux y consacrer autant de temps et d'énergie qu'il faut d'ailleurs pour faire ce travail de manière rigoureuse et informée, et ben c'est grâce à votre soutien. Ça me gêne de faire ce truc-là parce que je veux pas avoir l'air de vous vendre des trucs. Parce que c'est pas le cas, j'ai rien à vous vendre moi. Je vends pas de t-shirt, je vends pas de formation, je vends pas de produits miracles ou de régime pour guérir je sais pas quoi, rien. Et c'est très important pour moi que ça reste comme ça. Je dis pas qu'il y aura jamais de collab avec une marque appropriée, j'en sais rien. Pour l'instant, je refuse tout ce qu'on me propose parce qu'il y a rien de logique, de pertinent ou qui me mettrait pas en conflit d'intérêt pour parler de tel ou tel sujet. Mais ça se trouve, on sait jamais, un truc avec une ONG ou je sais pas quoi un jour, bref, ça peut arriver. Tout ça pour vous dire que je vends rien. Et je crée même pas de contenu qui soit réservé à des gens qui paient quoi que ce soit. Et si je peux me permettre de faire ça, c'est pour une seule raison, et c'est parce qu'il y a toute une tripotée de gens qui me filent du blé sur Patreon et par souscription YouTube.
En ce qui me concerne, je préfère que vous passiez par la plateforme noire, parce que la plateforme rouge, c'est pas très transparent sur ce qu'ils font de l'argent et à quel point est-ce qu'ils la redistribuent. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Je comprends, le petit logo à côté de votre pseudo, c'est un peu stylé. En vrai, merci à vous aussi, je m'en fous, hein. C'est pas, c'est juste, si vous me demandez, je vous répondrai ça. Et ça m'offre un confort et une liberté qui sont juste incroyables. J'ai toujours l'impression de jamais en faire assez pour vous remercier. Bon, au moins je le dis là, voilà, je vous remercie, mais j'ai l'impression que c'est pas assez par rapport à ce que vous me filez. Mais bon, au risque d'avoir l'air de faire ma pub, je vais le redire. Quand vous donnez de l'argent tous les mois pour soutenir un créateur ou une créatrice, ou que, faute d'argent, vous lui donnez de la force en écrivant des messages gentils en commentaire, ce que vous soutenez, c'est une vision de ce que pourrait être un monde dans lequel vous avez envie de vivre. Et je crois que ce qu'on fait, ça a du sens. Et qu'à force de réfléchir comme vous le faites, c'est-à-dire à force de se dire qu'on peut juste donner de l'argent sans rien attendre en retour parce qu'on croit à un projet, fût-il seulement militant ou pédagogique, eh ben on participe déjà à essayer de donner des outils au monde pour qu'il puisse se transformer. Et si votre maigre contribution à ma maigre contribution peut faire ça, même un tout petit peu, alors je crois qu'on n'aura pas grand-chose à se reprocher face à ce qui arrive devant nous.